Bonjour, je suis Dr Claude Garceau de l'UCPQ. Bienvenue à cette petite série de balado-diffusion sur la prise en charge de l'hyperkaliémie. Si vous avez lu un peu les chapitres que nous avons publiés récemment par la Chaire de transfert des connaissances de l'Université Laval sur la prise en charge de l'insuffisance cardiaque et de la néphropathie diabétique, vous savez qu'une prise en charge saine et efficace de l'hyperkaliémie est très importante. Nous devons utiliser des EAC, des bras comme médicaments pour le traitement de ces conditions et souvent, on est pris avec de l'hypercalémie, en particulier chez les insuffisants rénaux. Alors, dans cette première balado-diffusion, j'ai comme experte ici Roxane Papineau, qui est déjà notre nutritionniste attitrée à la clinique d'insuffisance rénale depuis déjà 15 ans. Incroyable et vrai. Je ne remets pas comment le temps passe et si vous êtes comme moi, que vous êtes un dinosaure de la médecine, vos conseils en nutrition datent sur l'hypercalémie de ne pas manger des bananes et des oranges et peut-être les jus et c'est tout en sachant que ça marchait presque jamais. Donc, Madame Papineau, je suis un dinosaure, il faut me sortir de mon extinction médicale, peut-être m'aider. Alors, quelles sont les plus récentes recommandations concernant les apports recommandés en potassium particulièrement chez un patient qui a de l'insuffisance rénale chronique? Ben, en fait, docteur Garceau, vous n'êtes pas tant un dinosaure parce que les recommandations ont quand même évolué rapidement dans les dernières années. En fait, la pratique qui consistait à restreindre les aliments riches en potassium a commencé dans les années 60, là, suite à des études où on donnait des mégadoses de suppléments, puis on voyait le potassium, évidemment, et on voyait qu'on pouvait augmenter la kaliémie avec ça. Mais il n'y a jamais eu d'études là, qui ont montré qu'une alimentation riche en potassium faisait augmenter le potassium. Mais ça plaisait à l'esprit à cause des études qu'on avait vues sur les suppléments. Donc, les premières recommandations là, des Kidoki dans les années 2000 visaient là, des limites de potassium là, en bas de 2000 à 4000 mg par jour, là, selon la clientèle, le stade d'insuffisance rénale. Puis on avait des recommandations d'un peu partout aux États-Unis, en Australie, qui visaient des limites là, qui variaient de 2400 à 3000 mg par jour chez les patients qui avaient des kaliémies en haut de 5,5. Est-ce que c'était quand même Mais très restrictif oui, très restrictif pour les patients? Je ne suis pas un expert, mais quand même, il y avait des sacrifices oui, à faire. tout à fait, parce qu'on sait que les apports nutritionnels recommandés par Santé Canada sont de 4700 mg par jour. Donc, on était en dessous des apports recommandés. Mais dans les dernières recommandations, autant en Australie en 2013 que les toutes nouvelles Kidoki là, qui ont été pondues à l'automne 2020, on recommande plus de quantité de potassium. On recommande simplement d'ajuster l'apport alimentaire pour maintenir un potassium stérique dans la fourchette normale, puis c'est basé sur des opinions. Comme quoi, il n'y a vraiment aucune étude qui a montré que c'était vraiment efficace là, de restreindre le potassium. Mais jusqu'à récemment, c'est encore les recommandations qui étaient données. Puis dans plusieurs centres au Québec, c'est encore les recommandations qui sont données. Donc des listes d'aliments permis, interdits, des limites quotidiennes de potassium. Puis si on regarde ça, vous l'avez mentionné, hein, les bananes, les jus, les tomates, les patates, c'est toutes des restrictions qui sont axées sur les végétaux, là, des aliments qui sont bons pour la santé cardiaque, qui sont cardioprotecteurs. Puis un fait là, que je peux mentionner avec mon expérience en néphrologie, c'est que les patients qui arrivent dans mon bureau, dès qu'ils ont de l'insuffisance rénale, ils pensent qu'ils doivent restreindre le potassium, même s'ils n'ont jamais eu d'hypercalémie. Il y a comme une idée préconçue que le potassium est dangereux en insuffisance rénale. Donc, c'est la science populaire qui prend le dessus. Difficile à contrer dans ce Effectivement. temps-là. Mais Effectivement. quels sont les nouveaux facteurs de risque nutritionnel, puisque ce n'est Ben, pas l'apport en potassium qui vont augmenter le risque, puis qu'est-ce qu'on doit viser maintenant? effectivement. Donc, les études se sont démontrées en 2020, là, pour ceux qui sont des avis lecteurs de la littérature scientifique. Là, en 2020, vous pouvez voir une dizaine d'articles qui sont parus justement sur l'impact du potassium, autant sur l'hyperkaliémie que le risque de progression de l'insuffisance rénale. On s'est rendu compte, autant en dialyse qu'en pré-dialyse, autant chez les diabétiques que chez les non-diabétiques, on ne voit pas d'association entre le potassium consommé et le potassium stérique.
mais on voit qu'il y a des facteurs qui prédisposent. Puis parmi les facteurs le plus déterminant, puis qui est souvent oublié, c'est l'acidose métabolique. La fameuse acidose. Oui, parce que les hyperkaliémies, on va les voir chez les patients, autant chez les patients qui ne consomment pas assez de potassium, qui est la majorité des gens d'Amérique du Nord, que chez les patients qui en consomment suffisamment. Donc, c'est pas la quantité de potassium qui est ingérée. C'est beaucoup les transferts intracellulaires, extracellulaires qui sont perturbés, qui vont causer des hyperkaliémies. Donc, dans le cas de l'acidose, oui. C'est pas compliqué, c'est que le transfert du sang vers la cellule, quand on mange, par exemple, un repas riche en potassium, on est tous faits pareil. Notre potassium, il reste pas dans le sang. On aurait des problématiques. Donc, le potassium s'en va rapidement dans les cellules. Et ça, c'est dépendant du pH. Donc, évidemment, si on est dans un cas d'acidose métabolique, qui, soit dit en passant, est plus fréquent en insuffisance rénale, mais à pH acide, le potassium, il va rester davantage dans le sang. Vers quel degré de clairance, à peu près, dans votre expérience, qu'on peut voir déjà une acidose métabolique apparaître? Les acidoses métaboliques franches, là, avec des bicarbonates abaissés et des pH abaissés, on le voit souvent plus à partir du stade 4. Mais on voit vraiment des pH bas et des charges acides dans l'alimentation chez des patients avec des stades beaucoup plus précoces. Mais les reins compensent d'une certaine façon jusqu'au stade 3B, stade 4. Évidemment, ça va être dépendant de l'alimentation en grande partie. Le stade 4, pour nos écoutants, tu mettrais ça entre une clairance de combien à combien? Le DFGE est à combien à ce moment-là? De 30 cc minutes à 15 cc minutes. Donc, en bas de 30, c'est souvent là qu'on voit les désordres là, métaboliques qui commencent à s'accumuler. Et puis, alors si c'est pas les apports en nutrition, il y a l'acidose qu'on peut corriger. Oui. Il y a aussi... Et savez-vous comment on corrige l'acidose? Pour avoir vu vos diapos, avoir triché un peu, je dirais oui. Mais en pratique, je confie ça généralement à la nutritionniste. Mon frère est néphrologue, alors je suis très heureux d'aller cogner à la porte de ma nutritionniste favorite. En fait, je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe derrière la porte. Alors, vous allez m'expliquer un peu comment on corrige l'acidose. Donc, quand on a une hyperkaliémie, on devrait toujours doser un CO2 qui donne une indication, mais souvent, les bicarbonates, c'est encore mieux. Mais quand on a une acidose métabolique, ça se corrige ironiquement en augmentant les fruits et légumes. Donc, la raison pour laquelle ça ne marchait jamais, vos restrictions en potassium, quand on limitait les fruits et légumes, c'est que quand l'acidose est liée, quand l'hyperkaliémie est liée à de l'acidose, bien finalement, on empire la situation. On rend le sang de plus en plus acide en coupant dans les fruits et légumes. Puis ça, il y a des super beaux papiers là, qui expliquent comment on peut traiter l'acidose métabolique en donnant des fruits et légumes. C'est aussi efficace que de donner du bicarbonate de sodium. Puis en plus, on ne donne pas de sodium. Ça contrôle mieux la pression. Mais comment les fruits et légumes vont contrecarrer? En fait, les fruits et légumes sont naturellement riches en citrate. Les citrates, là, c'est le plus puissant alcalin qu'on peut avoir. Puis ce qui rend le sang acide, c'est vraiment la surconsommation de protéines animales. Donc, les protéines, c'est des acides aminés. Donc, lorsqu'on mange beaucoup de viande, beaucoup de fromage, on a une charge acide élevée que les reins doivent éliminer. Si par la bande, on ne mange pas assez de fruits et légumes, bien, la charge acide totale, elle est vraiment très élevée. Donc, pour contrebalancer ça, le traitement, c'est vraiment de réduire la consommation de protéines animales, qu'on recommande de toute façon pour tous les patients en insuffisance rénale, et d'augmenter la consommation de fruits et légumes. Puis c'est un fait intéressant aussi que la plupart des gens l'ignorent, c'est qu'il y a autant de potassium dans la viande que dans les légumes. Et dans la viande, le potassium est rapidement absorbé. Tandis que dans les cellules des végétaux, à cause de la présence de fibres et des membranes cellulaires, le potassium dans les végétaux est peu absorbé. On parle d'environ seulement 50 d'absorption. Donc, on ne peut pas comparer, par exemple, une banane à 400 mg de potassium avec un steak à 400 mg de potassium parce que finalement, en bout de ligne, le potassium dans la banane est moins absorbé. Je pense qu'il y a aussi un rôle de la constipation dans l'hyperkaliémie, un lien qui est de plus en plus reconnu aussi.
Oui, effectivement. Donc, j'ai parlé l'aspect fibre. Mais en fait, c'est que au niveau de l'excrétion du potassium, la plupart des gens vont excréter là, 90 du potassium au niveau de l'urine, puis une petite partie dans l'intestin. Mais au niveau de l'insuffisance rénale, comme les reins excrètent moins bien le potassium, l'intestin prend la relève. On parle que chez les patients, par exemple en dialyse, 37 du potassium va être excrété comparativement à 10 dans la population générale. Chez certains patients, ça peut même aller jusqu'à 80. Donc, l'intestin s'habitue. Puis, dans le fond, quand on a un cas d'hyperkaliémie en clinique, on s'assure de questionner la constipation. Parce que des fois, c'est aussi simple qu'un patient a passé 3 à 4 jours sans avoir de sel et c'est suffisant pour causer une hyperkaliémie. Donc, ça aussi, c'est important dans un cas d'hyperkaliémie de questionner le transit intestinal puis de viser au moins une selle par jour chez nos patients pour justement éliminer davantage le potassium. Encore là, les fruits, les légumes, les végétaux, ça l'aide également à contrôler la constipation, donc à diminuer le risque d'hyperkaliémie. Donc, les apports en fibres, c'est un peu. Exactement. Beaucoup de fibres. Puis, un des traitements de l'hypercalémie, quand on est médecin, nous autres, c'est d'augmenter le glucose dans le sang, Oui. puis d'augmenter l'insuline. Bon, ça, c'est un traitement en aigu, mais en chronique, je pense que ça peut aussi, ça a certaines résonances avec ce que vous faites. Ben oui, parce que dans le fond, l'insuline, elle est impliquée dans le fameux transfert intracellulaire du potassium parce qu'elle stimule la pompe NA-K-ATPase. Donc, si, par exemple, dans notre repas, on a des nutriments qui libèrent l'insuline, comme le glucose, qu'on retrouve entre autres dans les fruits, dans les végétaux, dans les grains entiers, donc ça permet d'aider à faire rentrer le potassium dans les cellules. Donc, si par exemple, on a du potassium dans de la viande, qui est plus absorbé, puis qu'en plus, il n'y a pas de glucose, bien, il y a plus de chances que ça augmente le niveau de kaliémie que si on a le potassium dans une banane, j'adore les bananes en passant, qui va stimuler l'insuline et qui va faire rapidement rentrer le potassium dans les cellules. Bon, ça, c'est vraiment pour les cas d'hyperkaliémie, dans les cas qu'on appelle extrêmes, c'est-à-dire les patients qui sont avec strat 4 ou 3 ou 4 avancées d'insuffisance rénale. Mais souvent, nos auditeurs vont prescrire un ACE, un ARA à un patient. Il y a une hyperkaliémie à 5,8, 6. Ça redescend. On ne veut pas arrêter la médication parce que le patient a une néphropathie, mais il n'y a pas encore d'acidose. Quels sont les conseils que vous donnez quand même à une population qui est moins atteinte? Bien, en fait, dès qu'on a un hyperkaliémie, avant d'envisager de cesser la médication, il y a toujours des étapes à suivre et des choses qu'on peut contrôler pour permettre de maintenir la médication. Bon, c'est sûr qu'il faut impliquer la nutritionniste parce que selon toutes les causes d'hyperkaliémie, il y a un traitement nutritionnel. Donc, c'est sûr que la nutritionniste, elle va quand même évaluer les apports. On va restreindre quand même s'il y a vraiment des excès. Souvent, les excès, c'est chez, par exemple, les grands consommateurs de De jus, jus? de frites, exactement. Donc, j'ai pas parlé, mais les additifs de potassium, ça, c'est un gros problème aussi en 2020, 2021 maintenant. C'est que l'industrie ajoute de plus en plus d'additifs et ça, c'est absorbé à 100 et Santé Canada a approuvé des nouveaux additifs dans les viandes, les volailles. Donc, ça peut doubler le contenu en potassium de ces produits-là. Et ça, c'est un potassium à très haute absorption. Donc, la nutritionniste doit s'assurer que dans l'alimentation, il n'y a pas de source d'aliments transformés qui contiennent des additifs potassium. Par exemple, un exemple très, très facile, les jus de tomates réduits en sel. Donc, au lieu de mettre du sodium, les compagnies ont décidé de mettre du chlorure de potassium pour garder le goût. Ben oui. Donc, plusieurs produits réduits en sodium peuvent contenir des additifs de potassium, puis c'est des produits que notre clientèle en cardio, en néphro est portée à rechercher. Donc, oui, les additifs, il faut faire attention. Les jus de fruits, jus de légumes, dans tous les cas, les jus, on devrait éviter ça. Évidemment, on doit éviter les excès de protéines. Donc, c'est sûr que moi, je dis toujours ne pas restreindre là, les végétaux.
On va vérifier la glycémie. Donc, si le patient a un diabète qui est mal contrôlé, les glycémies qui sont très élevées, bien, probablement qu'il est plus à risque d'hyperkaliémie. On vérifie au niveau de l'intestin s'il va à la selle régulièrement. Puis, on corrige l'acidose. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut faire pour maintenir le taux de potassium à la limite normale. Et je peux vous dire par expérience que ça fonctionne. Si on n'est pas en mesure de bien contrôler ça malgré l'alimentation, ça veut dire que l'alimentation n'est pas en cause. À ce moment-là, on peut envisager des chélateurs de potassium. Vraiment, ça m'explique ce qui se passe derrière la boîte noire, derrière votre porte fermée. Vous êtes vraiment l'assistante parfaite pour mon frère néphrologue et pour tout le monde, en fait, qui s'occupe des insuffisants rénaux, cardiaques et d'hypertension. J'espère que vous avez apprécié notre rencontre avec Mme Papineau, qui est néphrologiste à l'UCPQ. Je vous convie lors du prochain podcast pour l'approche pharmacologique lorsque l'aspect nutritionnel n'a pas été suffisante pour juguler l'hyperkaliémie. Je suis Dr Claude Garceau de l'UCPQ et de la Chaire de transfert des connaissances de l'Université Laval et à la semaine prochaine.